C'est absolument magnifique de vous voir si nombreux ce soir. On a 2 salles qui ont été ouvertes, donc plus de 900 personnes. Malheureusement, certains d'entre vous n'ont pas pu s'asseoir. Je crois qu'il y a encore 1 ou 2 places libres. Peut-être qu'1 ou 2 d'entre vous y arriveront encore. Mais la conférence est enregistrée, elle pourra être vue à distance. Ça explique aussi notre léger retard dont je vous prie de bien vouloir nous excuser. Madame la Présidente du Grand Conseil, Monsieur le Conseiller national, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants de l'administration cantonale, Madame la professeure, Monsieur le professeur, oratrice et orateur de ce soir, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames et Messieurs. C'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons ce soir à l'occasion de cette leçon d'ouverture du semestre de printemps. C'est un rendez-vous particulier pour notre université, ça marque notre vie académique. C'est un rendez-vous où nous ouvrons un nouveau semestre en mettant à l'honneur la recherche et le dialogue avec la société. La leçon de ce soir est tout particulièrement importante puisqu'elle marque le début des célébrations du 150e anniversaire de la faculté de médecine. La naissance de cette faculté en 1876 fut l'aboutissement d'un long processus de transformation de l'Académie de Genève en une université de Genève. Cette transformation sur le modèle qui avait été développé en Prusse, permettait à la recherche et à l'enseignement de se nourrir mutuellement. Et c'est dans cet esprit que naîtra la faculté, portée par la conviction que la médecine devenait une discipline reposant sur l'expérimentation et la démarche scientifique. Les progrès de la médecine depuis 150 ans ont évidemment donné raison à cette idée. Et je ne résiste pas à l'envie de vous citer un argument qui avait été invoqué à l'époque pour convaincre les uns et les autres du besoin de créer cette faculté. Et parmi les nombreux arguments invoqués, on avait un argument qui vantait l'extrême diversité de la population genevoise qui fournirait aux cliniques, je cite, les maladies les plus variées, les accidents les plus différents. Plein de cas pratiques donc pour que les médecins d'alors puissent développer leur savoir. Parmi les autres transformations de l'époque, on note l'ouverture de l'enseignement supérieur aux femmes, une ouverture un peu paradoxale puisque les Suissesses ne pouvaient pas encore passer la maturité. Et donc nos premières étudiantes furent des étudiantes venant de l'étranger, dont de nombreuses étudiantes russes. Aujourd'hui, près de 2/3 de nos effectifs sont des étudiantes. Et comme première rectrice de cette institution, je suis tout particulièrement fière d'elles et de leur soif d'apprendre. La connaissance est une force émancipatrice, on ne le répétera jamais assez. Enfin, apparaissent à l'époque aussi les premiers bâtiments de l'université, les bastions, l'école de médecine, puis l'école de chimie. Et c'est avec l'inauguration du bâtiment de l'école de médecine en 1876 que naissait la faculté, soulignant l'importance des lieux où se construisent et se transmettent les savoirs. Depuis lors, évidemment, l'université n'a cessé d'évoluer, de s'adapter, de se réinventer. Et voici quelques exemples plus récents. Notre campus s'est développé et à quelques mètres de l'école de médecine, de l'autre côté de l'Arve, nous avons en octobre dernier posé la première pierre du futur bâtiment des Vernets qui accueillera 2 facultés en 2029. Nous avons aussi la chance d'avoir reçu des financements qui ont permis de lancer l'année dernière la Fondation pour l'Université de Genève, qui a soutenu, entre autres, le lancement de Télémac, un projet de télémédecine permettant d'offrir aux étudiantes et aux étudiants des consultations pour un coût modeste.
Cet automne, nous avons inauguré un nouveau format de remise de diplômes, y compris pour la remise de diplômes de la faculté de médecine. Ça s'est déroulé dans le hall du NIMAI. C'était un succès phénoménal, salué par toutes les personnes qui ont eu la chance d'y participer. Et une telle cérémonie renforce, je l'espère, l'attachement de nos jeunes diplômés à leur institution. L'université continue de développer aussi ses réseaux internationaux et a accueilli fin novembre plus de 250 participantes et participants à la conférence annuelle de l'Alliance 4AU+, alliance à laquelle appartient l'Université de Genève. Et à cette occasion, très particulière pour nous, notre université a eu l'honneur de reprendre pour une année la présidence de cette alliance. Et c'est à noter que c'est la première fois qu'une haute école hors l'Union européenne assume cette responsabilité. Nous en sommes particulièrement fiers. C'est une étape historique qui montre la confiance que nous accordent nos partenaires et le rôle croissant de Genève dans l'espace académique européen. L'université se réinvente également à l'ère de l'intelligence artificielle. On citera juste un exemple. À Lausanne, Fribourg et Neuchâtel, nous aurons tout prochainement une journée de conférences et de débats qui permettra d'interroger la place de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur. Cette journée est l'une des nombreuses actions qui sont issues de notre stratégie numérique développée et publiée en 2025. Nous pourrions égrener les exemples durant de nombreuses heures. J'éviterai, afin de peut-être susciter un certain sentiment d'endormissement ou de sommeil juste avant une conférence sur les rêves. Mais j'aimerais juste que vous reteniez ce message. Ce n'est pas seulement un passé glorieux que ce 150e anniversaire célèbre, mais une institution qui est résolument tournée vers l'avenir. Merci à vous. C'est avec plaisir que je passe maintenant la parole au professeur Antoine Geisbühler, qui est le doyen de la faculté de médecine. La parole est à toi, Antoine. Merci. Madame la rectrice, chers et chers invités en vos titres et fonctions, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chères collégiennes, chers collégiens, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, la conférence de ce soir inaugure les célébrations du 150e anniversaire de la faculté de médecine, née avec l'université moderne en 1876. Je vous remercie d'être toutes et tous présents pour souffler ces 150 bougies. À cette occasion, notre équipe du décanat de la faculté a concocté, si j'ose dire, un programme de rêve, voyez plutôt. Après cette leçon d'ouverture du semestre, nous organiserons de nombreux événements ouverts au public, notamment, en juin, une journée porte ouverte au Centre médical universitaire et au campus biotech. Nous serons associés toute l'année à la Société médicale de Genève, dont la création précède de plus d'un demi-siècle celle de la faculté, pour un cycle de conférences intitulé « Du scalpel à l'algorithme », afin de réfléchir aux défis contemporains et futurs de la médecine, avec l'aide d'intervenants prestigieux tels que André Comte-Sponville, Julia de Funès et Étienne Klein. En parallèle, le Ciné-Club de l'université proposera dès le mois de mars une douzaine de films portant sur le thème des blouses blanches et des salles obscures, nous engageant à une réflexion sur le rôle du cinéma comme outil de pédagogie, de partage et de promotion du savoir médical. Et depuis janvier, et chaque semaine tout au long de l'année, 3 étudiantes et étudiants examinent avec curiosité et une certaine dose d'espièglerie les différentes facettes de notre faculté révélées dans de courtes vidéos publiées sur nos réseaux sociaux et notre site web, à ne pas manquer. 150 ans, c'est un siècle et demi d'enseignement, de recherche et de soins. C'est aussi à peu près 54 750 nuits. Et dans ces nuits, combien de rêves? Des millions sans doute.
les rêves inquiets d'étudiantes et étudiants la veille d'un examen, mais qui sont aussi à leur tour portés par le rêve d'exercer un métier passionnant, utile, engagé, et parfois aussi ce rêve de disposer d'un long week-end de libre. Toutefois, l'histoire nous enseigne que certains rêves peuvent virer au cauchemar, quand le rêve de perfection ou d'immortalité oublie la réalité de la condition humaine, quand l'enthousiasme technologique néglige l'éthique et les valeurs de notre société. Alors, comment continuer à rêver tout en gardant les yeux ouverts sur le monde réel ? Peut-être en nous inspirant justement de ce que la recherche sur le sommeil nous apprend. Le rêve nous aide à mieux comprendre notre réalité, à lui donner un sens. En 150 ans, notre faculté a eu le temps d'apprendre cet équilibre délicat. Rêver grand, mais rester ancré. Innover avec audace, mais sans orgueil. Poursuivre l'excellence tout en sachant rester humble, admettre nos limites et notre faillibilité. C'est d'ailleurs peut-être ça le secret d'une institution qui dure et prospère. Savoir alterner entre les phases de sommeil paradoxal qui éveillent l'imagination créatrice et celle du sommeil plus profond qui permet la consolidation des savoirs. Ce soir, entre neurosciences et psychiatrie, entre l'activité des neurones et le vécu subjectif, nous allons explorer cette frontière mystérieuse où la science rejoint l'expérience la plus intime. Avec vous, je suis impatient et je me réjouis d'entendre les professeurs Sophie Schwartz et Lampros Perogam-Vros. Et j'ai maintenant le grand plaisir de passer la parole à Madame Stéphanie Jacquet, journaliste scientifique à la radio-télévision suisse, qui va présenter nos conférenciers et assurer la modération de cet événement. Excellente soirée à toutes et tous. Merci. Bonsoir à toutes et tous, Kalispera pour la communauté grecque et les différents laboratoires qui sont là ce soir. Il y a le laboratoire de Sophie Schwartz et celui de Lampros Perogam-Vros. Vous êtes par là, les étudiants, étudiantes? Alors, il y en a 2, 3 par-ci, par-là qui veulent avoir une bonne note. Donc, pour vous présenter, je ne vais pas faire trop longtemps les 2 intervenants de ce soir. Sachez que Sophie Schwartz est professeure en neurosciences et biologiste. Lampros Perogam-Vros, lui, est professeur en psychiatrie et il connaît aussi bien sûr les neurosciences. Les 2 forment un duo. Ils ont travaillé pendant à peu près une quinzaine d'années ensemble. Et ce qu'ils m'ont souligné quand on a préparé cette soirée, c'est l'importance de l'interdisciplinarité et de la complémentarité des différentes sciences qu'ils touchent, parce que vous verrez que le domaine des rêves, ça touche évidemment à la neurobiologie, aux neurosciences, mais aussi psychiatrie, ça peut être aussi la sociologie, ça peut également être l'ethnographie, parce que les rêves, on en fait toutes et tous, mais on ne les fait pas les mêmes suivant d'où on vient sur la planète. Et ce que je voulais lire, c'est un passage du livre de Lampros Perogam-Vros, Le pouvoir des rêves. Il y en a quelques-uns en vente ce soir, je crois. Petite pub, je ne suis pas payée. Donc, les 2 disciplines abordent des aspects différents du même phénomène. Les neurosciences s'intéressent aux aspects objectifs et reproductibles du fonctionnement psychique, tandis que la psychanalyse et la psychothérapie se concentrent sur l'étude de la subjectivité et des expériences individuelles. Et vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Moi, j'ai beaucoup aimé préparer cette soirée avec ces 2 professeurs, parce qu'on voit qu'ils ont envie de communiquer en fait ce qu'ils savent. Donc voilà, je vous laisse les écouter et on se retrouve en fin de conférence pour les questions. On va télécommande. Bonne chance. Est-ce qu'on m'entend? M'entend-on? Non? Allô, allô? On m'entend? Ouais? Ok. Parce que moi, je ne m'entends pas, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, Madame la rectrice. Merci beaucoup à mon doyen préféré de ma faculté préférée. Ça, je ne suis pas sûre, mais de mon doyen préféré, qui est quelqu'un de très efficace et très bienveillant, et c'est rare. Merci pour ça. Merci aux autres personnes qui ont différents titres, c'est ça? Je pique un peu là de mon doyen, justement. J'aimerais aussi remercier Stéphanie de nous avoir si gentiment suivis. En fait, on a eu un rendez-vous ensemble avant de venir ici, en préparant cette conférence. Et c'était très agréable en fait, d'avoir aussi un regard extérieur. Et j'aimerais aussi remercier
les personnes qui ont organisé, qui sont derrière tout cet événement et qui ont en fait énormément bossé et qui ont été très sympas de tolérer qu'on réponde parfois avec un peu de délai aux messages très urgents qu'on nous envoyait. Donc merci beaucoup. Sans ces personnes-là, cette soirée ne serait pas possible et pas aussi agréable parce qu'il y avait beaucoup de gens et ce n'est pas facile à gérer. J'aimerais bien que derrière moi, on montre quelque chose qui est autre que ça, mais peut-être qu'il suffit que j'appuie. Non, il manque un truc. Si. Ah, bon, ouais. Tu peux... on m'a volé une slide, c'est pas gentil. Bon, alors je vais vous la raconter, la slide, quand même. Donc on a imaginé cette conférence comme un dialogue entre Lampros Perogam-Vros, que je vais appeler dorénavant Lampros, et moi-même. Donc on va se passer la parole. C'est à moitié préparé, à moitié improvisé, comme vous pouvez voir. Donc on va se passer la parole à propos de différents sujets, et après on prendra des questions. Et je m'excuse déjà pour le public, je regarde un peu par ici, parce qu'on est éblouis les deux par les lumières qui viennent d'ici d'en haut. Et puis on s'est dit, parce que le sous-titre de cette conférence, c'est « Dialogue entre neurosciences et psychiatrie », je crois. Et ce n'est pas impossible que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous soyez venus ici et vous attendiez à ce que nous dégainions des revolvers entre un psychiatre et un neuroscientifique, avec le psychiatre qui évidemment est un vieux psychiatre, d'obédience un peu plutôt psychanalytique, poussiéreux, qui pense que les rêves sont évidemment le résultat d'un produit d'opérations très complexes de notre pensée, qui va réussir à camoufler des désirs inassouvis et nous permettre comme ça d'aller mieux. D'accord ? Et de l'autre côté, une neuroscientifique réductionniste pour laquelle les rêves ne signifient rien, en fait ils n'existent pas, où ils sont tout au plus un épiphénomène d'un fonctionnement cérébral qui lui est très important. Moi, je vais vous décevoir en fait parce que objectivement la vieille poussiéreuse c'est plutôt moi et comme vous allez le voir, Lampros c'est un jeune psychiatre très talentueux, on aura l'occasion de le voir plus tard. Et surtout, je vais insister sur quelque chose que je ne sais plus, une des deux personnes qui est intervenue avant moi a mentionné, peut-être mon doyen justement, le fait qu'en réalité, aujourd'hui, on travaille main dans la main. Plusieurs spécialistes différents, j'ai oublié les sociologues, etc., ici, mais vous pouvez en ajouter tout plein. Et c'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille, toutes nos équipes sont interdisciplinaires, on a dans nos laboratoires respectifs des informaticiens, des ingénieurs, des philosophes, des psychologues, des biologistes, des psychiatres, etc. On travaille, et ça c'est valable pour la science en général d'aujourd'hui, on va travailler sur certaines questions, quelles qu'elles soient, on va définir une question et on va se retrouver en équipe, et là je peux vous donner, donner une image de nos équipes respectives, qui toutes incluent des personnes qui ont des formations différentes. Alors ça peut paraître idyllique, comme les sourires béats là, de cette image générée par ChatGPT un peu moche, mais en fait, ce n'est pas vrai, c'est un challenge. Et j'aimerais vraiment remercier nos équipes parce qu'elles font un effort quotidien pour dialoguer justement entre ces différentes personnes. Chacun doit en rendre compréhensible son domaine aux autres pour qu'on puisse avancer de manière efficace. Et ça me permet aussi de remercier ces personnes sans lesquelles les travaux que nous allons présenter et même les débats qu'on a, en fait, ne seraient pas possibles. En fait, ils enrichissent notre quotidien d'idées brillantes émanant de jeunes cerveaux. Bref, donc, aujourd'hui, ce soir, on va parler de rêves. Et peut-être une première question que j'aimerais poser à Lampros, parce qu'évidemment c'est une question difficile, c'est quel est notre sujet d'étude ou qu'est-ce qu'on entend exactement par le rêve? Et du coup, ça c'est notre technique spéciale, on se passe la parole comme ça en se passant la manette là, des slides.
c'est un symbole. Alors, à ce point, j'aimerais dire que tous les dessins que vous allez voir dans cette présentation sont des dessins de Sophie, issus de rêves qu'elle a eus. Donc, c'est un point important. Donc, qu'est-ce que c'est le rêve, tu m'as demandé. Donc, on pourrait donner une définition plutôt large, mais qui est correcte. Donc, que le rêve peut être n'importe quelle expérience subjective qu'on a durant le sommeil, durant la nuit, qui prend plusieurs formes, qui a plusieurs contenus, et on étudie quelles sont les similitudes, mais aussi les différences entre nos rêves et les expériences de notre vie éveillée. Donc, on étudie la phénoménologie. On est aussi intéressé à étudier comment le cerveau génère ces expériences, donc quelles régions du cerveau sont activées ou désactivées pendant qu'on rêve. On va les voir plus tard. Et puis, j'imagine que parmi vous, il y en a plusieurs. Vous êtes venus aujourd'hui pour apprendre à quoi sert le rêve. Ici, donc, on parle des fonctions, mais j'ai mis ces mots entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des rêves qui ont une fonction. Par exemple, des rêves qui servent à la créativité, des rêves qui servent à la résolution de problèmes, à la régulation émotionnelle, mais il peut y avoir des rêves qui servent à rien. Et s'il y en a une fonction, elle arrive au cours de route. Elle n'est pas prédéterminée comme on a les yeux qui ont la fonction de la vision. Donc, je fais souvent le parallèle du cerveau rêveur à un musicien de jazz qui improvise, plutôt qu'en se basant sur une partition précise. En tant que psychiatre et clinicien, je suis bien sûr intéressé aux rêves pathologiques, aux patients qui souffrent, donc on parle de cauchemars, et on va aussi parler de thérapie aujourd'hui, comment on peut traiter ces patients qui consultent. Et enfin, on va aussi analyser les liens entre les nouveaux outils technologiques et le rêve, c'est-à-dire comment on peut les utiliser pour approfondir nos connaissances sur le rêve et pourquoi pas peut-être les visualiser comme si c'était un film de cinéma. Avant d'analyser tous ces domaines avec Sophie, la première question qui est primordiale, c'est quand rêvons-nous ? Pour répondre à ces questions, on invite des gens au laboratoire, des participants ou même aussi des patients. On leur colle des électrodes, c'est ce qu'on appelle électroencéphalogramme, qui mesure l'activité cérébrale. Et avec cet outil, on va distinguer plusieurs états de vigilance. Donc, on a l'état de veille, mais on a aussi 4 stades du sommeil, avec les sommeils paradoxal ou REM en anglais. Donc, c'est un stade caractérisé par des mouvements oculaires rapides. Mais on a aussi 3 stades du sommeil long, N1, N2, N3, avec les N3 étant le plus profond et le plus réparateur. Et à travers la nuit, on alterne ces stades. On peut passer de la veille, N1, N2, N3, RM, donc ça fait un cycle du sommeil. On a 3 à 4 cycles pendant la nuit, avec la veille, le sommeil long et le sommeil paradoxal. Et ce qu'on fait pour étudier et répondre à cette question, c'est qu'on réveille les gens pendant la nuit plusieurs fois. Ce n'est pas très agréable, mais c'est la seule façon de répondre. Et on leur demande s'ils ont rêvé ou pas avant le réveil. Et ce qu'on a trouvé avec nos études, c'est qu'environ 85% des instances en sommeil paradoxal, on rêve, et environ 60% des cas, on rêve en sommeil long. Si on considère qu'on dort environ un tiers de notre vie, c'est fascinant d'apprendre qu'on rêve environ 15 ans minimum dans notre vie. Et la question que je veux poser à Sophie est: quelles sont les formes de rêve et de quoi on rêve? Est-ce que tu peux nous répondre? Volontiers. J'imagine que par forme des rêves, d'après ta définition, la définition que tu viens de donner, on va parler d'expérience, de quelle est la matière de cette expérience, qu'est-ce qui fait qu'on a une expérience de rêve, enfin pas qu'est-ce qui fait, mais quel est le type d'expérience qu'on a dans les rêves, ce qu'on appelle justement, comme tu l'as justement dit, phénoménologie.
Donc c'est très simple. On va récolter les rêves que Lampros a obtenus de sujets, puis on va compter, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens nous rapportent. Et on va se rendre compte de quelque chose qui est peut-être totalement trivial pour la plupart d'entre vous, même pour tout le monde, c'est que les rêves sont très visuels. On se rend compte que la plupart des gens vont nous dire « j'étais en train de voir ça », ensuite est apparu tel machin, et ainsi de suite. Puis on peut faire un sondage d'ailleurs très rapide ici. Qui est-ce qui, parmi vous, avait l'impression que vous voyez fréquemment des images dans vos rêves? Alors moi, oui. Bon, à peu près tout le monde, hein, là, ici. De ce que je peux voir, je ne peux pas voir au fond. Et c'est effectivement ce qu'on trouve. C'est-à-dire on trouve qu'à peu près tous les rêves vont contenir au moins un élément visuel. Ça peut paraître trivial, mais c'est important, parce que ça signifie quelle est cette matière qui va, au départ, nous arriver. Après, on va parler de la signification, mais là, au départ, c'est une matière visuelle. On peut se poser la même question pour est-ce qu'on entend des choses dans les rêves? Est-ce qu'on entend des gens parler? Est-ce qu'on entend de la musique, des bruits? Eh bien, là, c'est la moitié des rêves environ. Quand on réveille les gens, ils vont nous dire un rêve sur deux, ils ont entendu certaines choses. On pourrait continuer avec les différentes modalités sensorielles, mais je ne vais pas le faire ici. Ce on peut regarder aussi, c'est que souvent dans les rêves, on a l'impression qu'on bouge, comme je suis en train de faire. Moi, je bouge tout le temps beaucoup. Voilà, dans le rêve, ça continue. On continue de bouger. On court, on fait toutes sortes de choses. Heureusement, d'ailleurs, ces commandes motrices sont interrompues au niveau de la moelle, sinon on agirait nos rêves. On a du mouvement environ. C'est des moyennes, évidemment, ça veut dire que ça ne vaut pas pour tout le monde, ça ne vaut pas pour tous les rêves, mais on a du mouvement dans environ 20% des cas. Puis il y a aussi des rêves intéressants. C'est des rêves où, ce n'est pas qu'on n'a rien dans la tête, mais au moment où on nous réveille, on se dit je ne suis même pas sûre que j'étais en train de rêver, j'étais juste en train de penser. Et en fait, c'est des rêves, c'est une activité cognitive qui a lieu alors qu'on est en train de dormir. Donc c'est, d'après la définition, ce sont des rêves, et c'est des rêves où on va juste penser, et ils apparaissent environ dans 10% des cas. Ce qui est marrant de noter ici, c'est qu'en fait, si on demande aux gens de rapporter ce qui se passe dans leur vie de tous les jours, on arrive à des pourcentages qui ne sont pas très éloignés de ça. Au fond, ça reflète un peu l'expérience qu'on a tous les jours. La vision est très importante dans la vie de tous les jours pour nous orienter, guider nos actions, etc. On passe un certain temps à échanger verbalement avec des gens, et ainsi de suite. Donc on pourrait se demander, est-ce que la plupart de nos rêves proviennent de nos expériences vécues, en fait? Est-ce qu'il y a une sorte de perméabilité entre les expériences qu'on a à l'éveil et ce qui se passe dans nos rêves? Là aussi, je pense qu'on sait tous que, ça a été mentionné avant, si on est en examen, on va rêver de situations d'examen. On a beaucoup de choses qui apparaissent dans nos rêves qui datent, en général, dans 2-3 jours au préalable. Notion que Freud lui-même aussi avait relevée, et beaucoup de gens ont relevé ce phénomène. Donc on peut avoir des mémoires récentes ou des traces d'expériences récentes qui apparaissent dans nos rêves. Et puis là, je vais vous donner 2 exemples. Premier, on est en 1995, je crois, je n'arrive pas à lire depuis ici, mais on est en 1995, et oui, c'est ça, et apparaissent des nouveaux avions dans les journaux, hein, d'accord ? Ces nouveaux avions sont très bizarres pour quelqu'un qui avait une vingtaine d'années à l'époque ou un peu plus à l'époque, parce qu'ils ont l'air en fait, c'est des Airbus Beluga, j'ai été regarder, nommés ainsi parce qu'on dirait plutôt des baleines. On se dit, mais c'est pas possible qu'un machin pareil puisse voler. Ça m'a apparemment frappé. On voit 3 jours après ces avions apparaître dans un rêve et avec la mention spécifique que ces avions sont bizarres et qu'ils ont des formes arrondies. Un autre exemple, c'est pas mal de prendre des choses qu'il y a dans les journaux, parce que comme ça, vous pouvez voir directement comment ça a été incorporé dans le rêve. Dans une annonce de la publicité pour un film de Jim Jarmusch, qui est Deadman, on voit une des actrices qui, la nuit qui suit, réapparaît dans mes rêves.
Alors vous pouvez interpréter ça comme vous voulez, mais c'est un cas aussi d'une expérience récente qui réapparaît dans un rêve. On sait aussi qu'on rêve de choses très anciennes. On a tous de temps en temps des rêves qui vont mélanger des aspects, des paysages de notre enfance, des camarades de notre enfance, nos frères et sœurs alors qu'ils étaient petits, ou des choses comme ça. Ici, un rêve banal, un rêve de notre petite grand-mère ici, qui apparaît aussi dans un rêve. Bref, si on s'arrête ici, on pourrait imaginer que tous nos rêves sont des formes de répliques, en fait, ou de la vie de tous les jours, avec juste une simple réactivation de la mémoire. Et puis ce qu'on a appelé d'ailleurs un phénomène de continuité entre la veille et le sommeil. Si c'était le cas, je ne pense pas qu'il y aurait autant de gens ici ce soir. Je pense qu'on se trouverait les rêves très ennuyeux. Et puis, je ne pense pas que j'étudierais non plus les rêves. Je trouverais ça parfaitement ennuyeux. Alors, il y a un aspect de ça qui est très important, qui est un autre aspect dont on parlera peut-être dans la discussion, qui concerne l'organisation et la réorganisation de la mémoire pendant le sommeil, qui fait que c'est important d'avoir des mémoires récentes qui sont réactivées. Mais ce qui nous intéresse, c'est peut-être plus quelque chose de ce type-là. Ici, vous avez un rêve où Martin teste son degré de flottaison en se pliant en deux. Je regarde là parce qu'il y a l'écran. Il flotte bien, seuls ses pieds et ses mains touchent l'eau, etc. Ça ne peut pas être un souvenir d'une expérience récente ou ancienne, réelle. C'est même impossible physiquement que quelqu'un flotte sur l'eau comme ça. Le rêve continue. Les vagues m'emportent vers les rochers qui risquent de me blesser le corps quand je passe au-dessus d'eux. J'ai très peur, je sens les rochers aigus me blesser, etc. Là, une impression de peur très intense. Et je pense que vous avez aussi tous déjà fait cette expérience-là, et c'est quelque chose en fait de récurrent, d'avoir des émotions extrêmement intenses pendant les rêves. Alors, en voyant ça, je me dis, monsieur le psychiatre, est-ce que vous pensez que, en fait, on est fou ou je suis folle quand je dors et que je fais ce type de rêve-là? Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ici? Oui, donc je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de similitudes entre nos expériences éveillées, nos rêves, mais il y a aussi beaucoup de différences. Et puis à travers les siècles, il y a beaucoup d'érudits qui ont essayé d'interpréter, de donner sens à ces aspects bizarres et créatifs. Et bien sûr, l'approche la plus populaire et commune, depuis les Grecs anciens, Égyptiens, Artémidore, jusqu'à Freud et Jung, et aujourd'hui, donc c'est le symbolisme. Et on ne peut pas ne pas mentionner ici Sigmund Freud et sa théorie, qui dit que pendant la journée, on a tous des émotions, des conflits, des désirs qui sont si intenses de les affronter et qu'on les refoule. Et ces désirs et ces conflits seront exprimés, satisfaits pendant le sommeil sous forme de symboles. Donc il y a ces deux différents types de contenus, le contenu latent transformé en manifeste, et puis le psychanalyste fait le travail inverse. Il essaie d'aller vers les contenus latents pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient du patient. Donc bien que cette théorie elle est très attirante, bien sûr elle contient pas mal de sexualité dedans, ce qui attire les gens. Donc, il n'y a pas suffisamment de preuves scientifiques solides qu'il y a une transformation symbolique dans le rêve, ni qu'on a plus de symboles pendant le sommeil, pendant le rêve, que pendant la veille. C'est-à-dire que cette théorie suppose que le cerveau peut créer de nouveaux symboles pendant qu'on dort. Par ailleurs, Freud avait remarqué certaines faiblesses de cette théorie en étudiant des patients traumatisés qui ont eu un traumatisme comme une violence ou un abus sexuel. Et ces patients-là, ils ont des rêves qui sont des répliques exactes de leur trauma. Donc c'est là où le rêve a besoin de protection.
leurs cauchemars sont une réplique exacte. De l'autre côté, avec un intérêt suisse très important, on a Carl Jung, qui a travaillé, formulé ses théories à Zurich. Lui aussi, il a proposé que le rêve révèle l'inconscient sous forme de symboles. Et il a même proposé une fonction très intéressante du rêve qu'on appelle fonction compensatoire. Plus on souffre pendant la journée, plus le rêve essaie de soulager cette souffrance. Et donc, au jour d'aujourd'hui, les neurosciences, la psychologie et la clinique confirment cette idée avec ce qu'on appelle rebond onirique. Donc, cette idée dit que le plus on refoule, on inhibe, on supprime, consciemment ou pas, des pensées ou des émotions pendant la journée, les plus elles vont réapparaître dans le rêve afin d'être résolues. Et c'est là où on trouve déjà une première fonction du rêve, c'est la compensation. On rêve souvent nos préoccupations, on rêve souvent des tâches incomplètes, et le rêve essaie de donner des solutions à tous ces problèmes. Par contre, une explication alternative au symbolisme par rapport à l'interprétation des aspects bizarres et créatifs, ça s'appelle hyperassociativité. Donc c'est une capacité du cerveau qu'on trouve souvent, et particulièrement au sommeil paradoxal, de relier de façon très créative des souvenirs qui sont lointains et qui n'ont pas vraiment des liens entre eux, à un résultat qui est très créatif, mais aussi bizarre. Par exemple, j'ai eu un patient récemment qui a rêvé d'un avion qui était attaché à une baleine. Donc, de nouveau, la baleine revient. Donc, un psychanalyste pourrait dire que la baleine représente une transformation intérieure. Donc, on a cherché avec ma compagne que ça représente la Renaissance. Par contre, ce que nous, on a fait, qu'on a cherché avec les patients, qu'est-ce qui s'est passé les jours précédents à ces rêves. Et on a trouvé qu'il avait vu un film qui s'appelle Free Willy, peut-être parmi vous, vous l'avez déjà vu, qui avait une baleine comme protagoniste. Donc, ce film le travaillait. Et puis, on a trouvé que 2 jours après ce rêve, il allait prendre un avion et il a peur des avions. Donc, le rêve, le cerveau a réuni ces 2 mémoires. Bon, une, c'est du passé, l'autre, c'est une anticipation du futur. Un résultat très intéressant, bizarre, créatif. On ne sait pas s'il y a une fonction. Peut-être la baleine l'a aidé à surmonter sa peur des avions. Et puis, une autre question qui nous intéresse tous, c'est est-ce qu'on partage tous le même rêve? Est-ce qu'on a tous le même thème? Pour répondre à cette question, il faut mettre un contexte au modèle psychanalytique. Donc, la théorie de Freud, il s'agit plutôt d'un modèle ethnocentrique. Pourquoi? Parce qu'elle a été conçue dans une Vienne bourgeoise où c'était attendu que les gens refoulent leurs désirs sexuels. Et Freud l'a formulé et l'a généralisé pour toutes les cultures, toutes les sociétés, toutes les périodes de l'humanité, ce qui peut paraître arbitraire aujourd'hui. De l'autre côté, il y a Carl Jung qui a proposé plutôt une universalité de rêve. Il a dit qu'on partage tous ce qu'il appelle archétypes, donc des schémas mentaux partagés par tout le monde. Et on fait tous le même type de rêve. Donc, dans un sens, on peut trouver aussi des dictionnaires de rêves dans les librairies depuis déjà Artémidor. Donc, il y a des livres qui disent que ces symboles doivent être interprétés de la même façon pour tout le monde. Mais Jung n'avait pas vraiment fait d'études ethnographiques où il a comparé des rêves de plusieurs cultures. Donc nous, récemment, ce qu'on a fait en collaboration avec des anthropologues et qu'on est allé étudier les rêves de populations indigènes en Afrique de l'Est qui vivent dans des conditions très différentes que nous. Donc, comme vous voyez, ils dorment dehors parfois, ils chassent toujours pour manger. Et on a comparé leurs rêves à nos rêves. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a
très peu, voire pas du tout, de thèmes communs. Donc leurs rêves sont plus autour des animaux, autour de conflits avec des tribus opposants, tandis que nos rêves sont plus liés au travail, au transport et à des préoccupations professionnelles. Mais du coup, Sophie, on voit que donc nos rêves, les contenus, on doit l'analyser de cas par cas, de façon individuelle, en prenant en compte les contextes socioculturels de chacun. Est-ce que tu crois qu'au niveau cérébral, il y a des structures qui sont responsables pour le rêve et qui sont partagées par tout le monde? Oui, je pense. C'est une question difficile en fait, parce que on vient de parler des choses qui sont très individuelles. Alors ça va pas être dans la continuité directe, mais on a cette capacité qu'on a de rêver. Elle nous provient d'une activité du cerveau, ce qui est d'ailleurs quelque chose de particulier, parce qu'on pensait jusque dans les années 1950 à peu près, on pensait que le sommeil c'était vraiment un état de repos en fait du cerveau, que les neurones aussi étaient au repos. Et en fait, à partir des années 1950, lorsqu'il y a eu la découverte du sommeil paradoxal dont a parlé Lampros au début, on s'est rendu compte qu'il y a des périodes où notre cerveau est très actif en fait. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais du coup, c'est très actif chez tout le monde. Ces caractéristiques du sommeil sont valables pour tout le monde, ainsi que les activations du cerveau dans certaines régions spécifiques. Ça ne va donc pas adresser la question des différences, mais ça va plutôt nous donner l'image de quelle est la machinerie qu'on a dessous qui permet cette expérience subjective qu'on a, qui va prendre des tonalités, enfin pas des flavors, mais qui va prendre des couleurs en fonction de la culture dans laquelle on est. Et donc on va dire en moyenne, si on regarde au cours du sommeil, indépendamment des stades de sommeil, on a un certain nombre de régions cérébrales qui vont être activées. Et on va les étudier en utilisant de l'électroencéphalographie que vous avez ici sur la gauche, ou de l'IRM fonctionnel et d'autres méthodologies qu'on a la chance en fait de pouvoir utiliser ici à Genève. On est très bien équipés par ce matériel qui nous permet d'étudier le fonctionnement du cerveau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement demander à des gens de se mettre dans le scanner ou porter ces électrodes et on regarde ce qui se passe pendant qu'ils dorment. Et ce qu'on observe, c'est qu'un certain nombre de régions sont effectivement passablement activées, quel que soit le stade de sommeil. C'est ce que vous avez ici. Vous avez une petite flèche rouge qui vous indique que certaines régions vont être plus activées. Alors, lesquelles sont plus activées lorsqu'on est ou sont pas plus activées, elles sont actives même lorsqu'on est en train de dormir? Eh bien, c'est facile en fait. Vous pouvez tous deviner maintenant quelles sont ces régions, en fait, basées sur ce qu'on a déjà vu avant. On a vu que les rêves sont très visuels. Donc, c'est nécessaire que l'appareil du cerveau qui nous permet, ou les régions cérébrales qui nous permettent de fabriquer des impressions visuelles, soit actif. Idem pour les impressions auditives. Et en fait, on voit que toutes les régions sensorielles du cerveau peuvent être activées pendant le sommeil. Ça ne veut pas dire qu'elles sont tout le temps activées, mais lorsqu'on a ces impressions-là, elles sont recrutées, comme c'est le cas pendant la journée. On a aussi vu qu'on est capable d'imaginer des mouvements. Et comme on l'a dit, c'est important qu'ils soient inhibés à leur sortie, parce que sinon on bougerait dans nos rêves, ce qui est une condition pathologique particulière dont on pourra parler peut-être pendant la discussion. Ce qui signifie que les régions motrices, ici je vous en montre une, mais les régions motrices sont aussi actives pendant le sommeil. Et c'est le cas, c'est ce qu'on observe. On a aussi vu qu'on a des mémoires récentes qui sont souvent incluses dans nos rêves. Et je vous ai mentionné le fait que c'est aussi important pour la réactivation de certaines mémoires récentes et la réorganisation de ces mémoires. Les mémoires récentes vont mettre en jeu l'hippocampe, en violet ici, vous avez peut-être certaines régions frontales aussi. Donc tout ça c'est normal. Une dernière chose qu'on a vue, on a vu qu'on pouvait avoir des émotions extrêmement fortes pendant les rêves. Eh bien, on a les régions des émotions, notamment une région que vous voyez qui se trouve au bout de l'hippocampe, qui est l'amygdale et qui est tout à fait impliquée dans le traitement des informations, en particulier très effrayantes ou des choses comme ça. Donc, il pourrait
non pas expliquer pourquoi, mais qui fournit le substrat neuronal qui est nécessaire pour avoir ces expériences-là. Sinon, on ne les a pas. Si ces régions-là ne sont pas activées, on n'a pas ce type d'expérience-là. Ce n'est pas possible autrement. Maintenant, il y a des régions, vous voyez qu'il y a une flèche bleue qui descend, et des régions qui sont en fait un peu, alors elles, on pourrait dire qu'elles dorment pendant la nuit. Par ailleurs, des régions qui sont recrutées quasiment non-stop pendant la journée, notamment certaines régions du cortex frontal qui sont très importantes pour le contrôle de nos comportements, l'inhibition des comportements inappropriés, la supervision, est-ce qu'on est en train de faire quelque chose correctement par rapport à ce qu'on avait planifié, est-ce que nos planifications vont suivre les buts qu'on a à un moment donné, eh bien, cette région-là, elle est très importante. Elle n'est pas activée pendant le sommeil. Puis en fait, c'est assez génial, parce que ça fait justement que les associations un peu bizarres dont on a parlé, les émotions, même les émotions très intenses dont on a parlé, eh bien, elles ne sont pas détectées comme étant quelque chose de bizarre. Et je pense que vous avez tous fait cette expérience-là de vous réveiller le matin, tout d'un coup, vous vous souvenez d'un rêve, puis vous dites « Mais qu'est-ce que c'était farfelu, mais ce n'est pas possible, pourquoi j'ai mis ces choses ensemble ? Et puis, de toute façon, c'est impossible, etc. » Mais dans le rêve, ce n'est pas l'impression que vous avez. Le rêve, vous l'acceptez tel qu'il arrive, et puis vous dites « Bon, ben, soit, si en sortant de chez moi, j'entre chez moi, je monte 10 étages et je ressors de chez moi et puis je suis de nouveau par terre, eh bien, ce n'est pas un problème. C'est normal, c'est un rêve, et puis on continue sa route comme ça. Ça, c'est possible notamment grâce à la désactivation de cette région-là, sinon on serait réveillé en fait sans arrêt. On serait sans arrêt en train de se dire « mais c'est impossible » et d'essayer de corriger ces erreurs. Une autre région qui est aussi un groupe de régions qui sont moins actives, sont plutôt à l'arrière du cerveau. C'est des régions qui sont importantes pour la combinaison des informations qui proviennent des différents sens, pour être sûr que la voix de quelqu'un correspond à son apparence physique, etc. Donc on va mettre tout ça ensemble. Aussi important pour notre conscience du corps et pour diriger l'attention. Et puis ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que dans les rêves, on a souvent cette impression, non seulement qu'on n'a pas vraiment le contrôle de ce qui se passe dans nos rêves, sauf pour les rêves lucides, on pourrait aussi en parler si vous voulez pendant la discussion, mais en plus, on a cette impression bizarre d'être comme en train d'être en fait comme au cinéma. C'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité de se dire maintenant je vais diriger mon regard à droite et puis ensuite à gauche. En fait, tout nous est apporté, même si on est un acteur dans ce film-là, on est comme un acteur, c'est-à-dire qu'on est dirigé, et puis voilà, et puis on fait ce qu'on nous dit de faire. En fait, on n'y pense même pas, mais il y a quelque chose vraiment d'un cinéma intérieur lorsqu'on est dans un film, et c'est lié notamment au fait que ces régions qui contrôlent, qui dirigent l'attention, qui vont sélectionner les informations pertinentes, qui sont très importantes quand on est éveillé, pour éviter qu'on tombe, que je jette ce truc, etc., eh bien, elles ne sont pas nécessaires lorsqu'on est en train de dormir, ou en tout cas, elles ne sont pas en train de travailler lorsqu'on est en train de dormir. Un dernier aspect qui est très important aussi pour caractériser cet état cérébral particulier, c'est le fait qu'en général, quand on fait des rêves, c'est d'ailleurs notre définition, c'est la définition qu'a donnée Lampros, quand on rêve, on dort. Et quand on dort, on est en général dans la nuit, les yeux fermés, on est dans un environnement peu bruyant. En général, il n'y a pas des odeurs épouvantables autour de nous, parce que s'il y avait une de ces choses-là, eh ben, on n'arriverait pas à dormir. Donc on est dans un environnement qui va nous fournir extrêmement peu d'informations externes. Et en plus, notre cerveau est malin, si on en a, eh ben, il va avoir tendance à les filtrer, à faire en sorte qu'elles n'atteignent pas trop notre cerveau. Évidemment, si quelqu'un hurle, on va se réveiller, mais il y a un filtrage néanmoins qui se fait. Alors donc, on est dans cette situation un peu particulière où on a la possibilité de mettre en route notre cinéma intérieur, qui n'est absolument pas guidé par des stimulations qui viennent de l'extérieur. Et on pourrait se poser la question, mais en fait, est-ce que ça nous sert à quelque chose ? À quoi ça pourrait bien servir d'avoir notre cerveau qui est dans cet état-là et qui produit du coup des associations, toutes sortes de choses dont on a déjà parlé avant, mais j'aimerais bien savoir, Lampros, si tu vois un bénéfice associé. Et je ne vais pas te la lancer, je vais te la...
Et Sophie, tu dirais que le cortex préfrontal qui supervise nos actions, nos émotions, peut-être c'est un équivalent du surmoi freudien, qui censure ce qu'on pense. Donc, en effet, s'il est désactivé, il peut laisser toutes ces associations se créer donc, dans l'inconscient, les pulsions, etc. Donc, ça nous amène à une première fonction du rêve. Peut-être parmi vous, il y en a quelques-uns, vous êtes réveillés avec un insight, comme on dit, evrika en grec. Donc, on dit en anglais sleep on it, hein, parce qu'on veut apprendre aussi quelque chose, mais souvent on invente des nouvelles choses, comme par exemple le scientifique, comme Kekulé, qui a vu un serpent qui mangeait sa queue pour découvrir la structure du benzène, ou Mendeleïev, qui aurait rêvé les tableaux périodiques des éléments chimiques. Et il y a même des artistes, donc il y a Paul McCartney qui aurait rêvé la mélodie de Yesterday, ou des écrivains comme Stevenson avec Dr. Jekyll and Hyde, et Mary Shelley qui, à la Villa Diodati Colonie, aurait rêvé les scénarios de Frankenstein. Donc c'est impressionnant. Il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques systématiques par rapport au lien donc créativité et rêve, mais on a tous eu des exemples, beaucoup des exemples cliniques également. Mais je viens de voir que tu as mis l'amygdale quand même plus hyperactive pendant le sommeil et le rêve que pendant la veille. Donc je me demande si l'amygdale plus hyperactive, le cortex préfrontal qui l'inhibe est désactivé. Donc est-ce que ça pourrait aussi offrir une autre fonction ou différence entre veille et rêve? Ça, tu vas nous faire entrer dans notre cabinet privé, parce que c'est des choses dont on a beaucoup discuté, en fait, Lampros et moi, de savoir est-ce que cette hyperactivité de l'amygdale qui a lieu pendant le sommeil et son équivalent, qui sont des rêves très effrayants. Donc on a montré qu'effectivement, lorsqu'on a des rêves effrayants, l'amygdale est hyperactivée. D'autres régions aussi qui traitent de situations aversives sont hyperactivées. Et puis, en fait, c'est une caractéristique des rêves qui a attiré l'attention, effectivement, de nombreuses personnes dans notre domaine, qui ont toutes eu un peu leur théorie, mais nous aussi, d'ailleurs, on a une autre théorie, et qui peuvent être résumées de la même manière. En fait, c'est toujours un peu la même idée. L'idée, c'est que le fait d'avoir des émotions, ou d'avoir des expériences émotionnelles fortes, comme ici, j'essaye de fuir en danger, il y a mes camarades qui sont devant moi, ça pourrait être une façon de s'exercer ou d'exercer nos capacités à réagir à des dangers. Et d'une certaine manière, participer à nous rendre meilleurs lorsqu'on doit faire face à ces dangers dans la vie quotidienne. Même si on n'est d'habitude pas, on n'est pas confronté à de tels dangers, ça pourrait nous aider à maintenir des schémas de réponse, de fuite ou d'attaque en les rêvant la nuit, et puis de telle sorte qu'ils sont prêts lorsqu'on a ces dangers le lendemain. Un autre aspect qui est aussi possible, c'est que ces rêves émotionnels aussi nous permettent d'intégrer ou de baisser la charge émotionnelle d'événements qu'on a vécus, qui sont ensuite rejoués dans un milieu qui est relativement inoffensif, parce qu'on est dans un rêve, donc on peut se permettre de rejouer certaines choses dans le contexte d'un rêve, et ainsi aussi tous ces phénomènes participeraient à ce qu'on appelle la régulation des émotions. Alors, ça, c'est tout plein de blabla. Maintenant, le challenge qu'on a eu, Lampros et moi, c'est d'essayer de prouver ça. Donc, on a montré qu'on avait des circuits émotionnels qui sont plus actifs lorsqu'on a des rêves de ce type-là. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre les rêves de ce type-là et notre capacité à répondre de manière adaptée à des dangers? Alors pour ça, c'est simple. Alors, je vais vous amener dans notre laboratoire. Ce qu'on fait, c'est qu'il nous faut pouvoir mesurer des rêves, combien est-ce que des rêves sont effrayants, donc, mesurer des émotions dans les rêves. Ça, c'est pour un côté. Puis on aimerait lier ça
au fait d'avoir une réponse, enfin mesurer une réponse émotionnelle à des stimuli émotionnels lorsqu'on est éveillé. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc on a demandé à plus d'une centaine de personnes, on a récolté leur récit de rêve, enfin un journal de rêve pendant 15 jours. Chacun a, ça pourrait être vous, hein, c'est des personnes juste tout venantes qui ont donc rempli des carnets de rêve pendant 2 semaines. On a mesuré dans ces carnets de rêve le nombre et l'intensité des expériences effrayantes de ce type-là. Et puis ensuite, à la fin de ces 2 semaines, on a demandé à tout le monde de venir et on a enregistré leurs réponses face à des stimuli aversifs. Alors c'est typiquement des images qui font un peu peur. D'accord ? Donc on peut mesurer leur réponse comportementale, leur réponse cérébrale. Et ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement les gens qui rêvaient plus, qui avaient plus souvent des rêves très effrayants, en fait avaient une meilleure capacité le lendemain à inhiber des réponses émotionnelles exagérées. C'est-à-dire leur cortex frontal, il est plus capable de venir inhiber des réponses qui viendraient de l'amygdale et qui, dans un contexte de laboratoire, sont un peu inutiles parce qu'en fait, ce n'est pas des vrais dangers. On est devant des images. Donc, d'une certaine manière, ces personnes-là, ou les gens qui ont plus tendance à avoir des émotions fortes dans leurs rêves, pourraient être, en tout cas, en train d'avoir des processus de régulation des émotions qui sont très actifs. Moi, je suis toujours un peu troublée par ces rêves émotionnels forts, qui auraient en plus négatifs, qui auraient un effet sur notre capacité à réguler les émotions. Mais je crois que tu avais fait des travaux qui précisent un peu ça, puis que je trouve très intéressant. Donc j'aimerais bien que tu en parles, s'il te plaît, parce que moi, je ne les connais pas. Déjà, ce que tu décris ressemble un peu à la thérapie d'exposition qu'on fait pour les phobies. Oui, exactement. Donc on dirait que le rêve, c'est une psychothérapie gratuite. Oui, mais c'est ça. Mais c'est qu'on a trouvé qu'en effet, ça ne suffit pas juste d'avoir de la peur. Hein. Dans notre rêve, on a analysé avec des LLM, donc l'intelligence artificielle, les contenus des rêves, et ce qu'on a trouvé est que ce qui compte aussi, c'est la fin. Donc comment le scénario effrayant se termine. Et donc, du coup, ici, ce n'est pas tout le dessin, donc il manque un bout. Hein. Ouais, donc, dans ces dessins, tu es chassé par quelqu'un avec tes amis et il y a un train qui apparaît. Vous vous mettez dans le train et bien sûr, vous vous échappez et il y a un soulagement émotionnel, c'est ce qu'on appelle catharsis. Donc, ces types de rêves, on les a nommés rêves cathartiques. Ce sont des rêves qui commencent en négatif, comme un cauchemar, mais finalement, il y a une résolution émotionnelle et ça se termine bien comme un film de Hollywood, on dirait. Donc, ce qu'on a trouvé, le plus on fait ce type de rêves cathartiques, le moins on est déprimé pendant la journée, ce qui renforce cette idée que le rêve peut avoir une fonction émotionnelle. De l'autre côté, il y a des rêves qu'on considère comme pathologiques. Ce sont les cauchemars. Ce sont des rêves qui ont beaucoup d'émotions négatives, comme la peur, l'angoisse, la colère. Donc, il y a beaucoup de catastrophes, de monstres, des situations très difficiles pour les rêveurs. Et il y a des émotions qui vont vers un point culminant, sans résolution émotionnelle, et souvent on se réveille en état de stress, d'agitation, de sueur, de palpitation. Donc on considère que ces rêves, c'est pathologique. Si on le fait souvent, plus qu'une fois par semaine, on parle d'une maladie de cauchemar qui est inclus dans les troubles psychiatriques et qui a besoin de thérapie. Donc je reçois pas mal de patients qui ont ce type de cauchemars qui sont souvent associés à des traumatismes, donc ce qu'on appelle stress post-traumatique. Comme on a vu, comme Freud aussi avait remarqué, les cauchemars traumatiques sont des répliques du trauma, mais il y a aussi des cauchemars non traumatiques qui sont plus métaphoriques. Donc maintenant, comment on traite ces cauchemars? Et c'est là où je veux vous demander de faire un exercice. Imaginez que vous avez un cauchemar récurrent tous les jours où votre maison est en feu et votre famille est dedans, enfermée, piégée.
et il meurt. Donc, ce n'est pas drôle du tout. Hein. Donc, et vous vous réveillez en état de panique, donc, et vous le faites presque tous les jours. Donc là, je vais vous demander de fermer vos yeux et d'imaginer un scénario alternatif. Vous avez toujours la maison qui est en feu. Essayez de donner une fin plus positive qui vous soulage dans ces scénarios. OK. Donc, j'ai vu que plusieurs personnes ont fermé les yeux, donc c'est bien. Avec notre imagination, on peut imaginer tout ce qu'on veut, et c'est ça le pouvoir d'imagination, qu'on peut appeler les pompiers, Superman, ou tout d'un coup, de façon magique, il n'y a plus de feu, notre famille, elle est sauvée, ils ont ouvert un trou et ils sont sortis. Donc, ce que vous venez de faire, c'est un exercice au sein de la thérapie par répétition d'imagerie mentale, qui est la thérapie de choix pour le cauchemar traumatique ou non traumatique. Donc, on demande aux patients de créer de nouveaux scénarios positifs de leur cauchemar et de les pratiquer 1 à 2 fois par jour pendant 5-10 minutes. Et on a vu qu'au bout de 2-3 semaines, il y a une baisse significative du nombre et de l'intensité de cauchemars. Mais là, Sophie, ce que je vois est que pour faire cette thérapie, mais aussi pour analyser nos rêves, on a besoin du rapport verbal. Pour faire aussi une psychanalyse, parler de nos rêves, ce qui amène toujours à une meilleure connaissance de soi. Mais je me demandais toujours, est-ce que les animaux ou le bébé ou les personnes, par exemple aphasiques, rêvent? Qu'est-ce qu'ils rêvent? Donc, est-ce que mon chat Moustaki rêve de son pâté, ou est-ce que mon bébé Anastasia rêve de son lait? Est-ce que tu as une réponse de quoi et s'il rêve? Alors, je crois qu'on peut dire que les chats et les bébés rêvent, mais la question que tu poses, en fait, elle est fondamentale dans la recherche sur le rêve, parce que le rêve, comme expérience subjective, et c'est notre définition, il est inaccessible à qui que ce soit d'autre. Si on est en train de courir hyper vite dans un rêve, il n'y aura jamais quelqu'un qui est là avec son smartphone pour nous filmer en train de courir super vite et nous le montrer. Je veux dire, là, effectivement, le récit de rêve, le rêve par définition, n'est accessible qu'à posteriori. C'est une information rétrospective, c'est une information de mémoire à laquelle on a accès. À l'exception, mais ça on pourra en parler peut-être après, de rêves particuliers ou de rêveurs particuliers qui sont des rêveurs lucides qui peuvent nous signaler des choses pendant qu'ils sont en train de rêver. Mais ça reste très modéré, très modeste. Par contre, ce qu'on peut faire aujourd'hui, oui, puis sans parler, j'étais juste en train de penser à ça, mais aussi sans parler des questions éthiques que ça peut poser d'avoir accès à la vie privée de quelqu'un, etc. Je vous ai parlé de certaines régions du cerveau, mais évidemment, je vais revenir au cerveau. Je vous ai parlé de certaines régions du cerveau, et en fait, aujourd'hui, on a une connaissance extrêmement fine. Ici, je vous montre les régions visuelles essentiellement, mais les régions visuelles, ce n'est pas rien puisque ça prend déjà 1/3 de notre cerveau, donc on est définitivement des animaux visuels. Et ce que vous voyez ici n'est pas mis au hasard, en fait. On sait que le cortex visuel est organisé d'une manière extrêmement, en fait, géniale, mais où des différentes propriétés visuelles sont encodées par différentes régions. Et ça va faire que certaines catégories d'objets, par exemple, vont se trouver à certains endroits où vont être codés, vont être codés dans certains endroits du cerveau. Je ne suis pas très claire, donc je reprends. Si on est en train, par exemple, de voir un visage ou d'imaginer un visage, eh bien, on va avoir cette région des visages que vous voyez ici, les neurones qui constituent cette région des visages, qui vont être particulièrement recrutés et s'activer particulièrement. Et ceci, c'est valable pour toutes sortes de dimensions visuelles. Comme on connaît ça très bien,
on pourrait imaginer que si on regarde juste l'activité d'un cerveau, eh ben, on peut un peu deviner ce que la personne est en train de penser. Puis en fait, les étudiants qui sont là, ils savent très bien que nous, quand on regarde certains scans de cerveau, on sait quand la personne est en train de regarder des visages, en train de regarder des maisons. En fait, on a même une expertise pour ça. Est-ce qu'on peut utiliser ça pour faire un décodage neuronal de rêve? Alors oui, on peut le faire. Et ça a été fait, et c'est ce qu'on fait aussi. Et je vais essayer de vous mener à travers la procédure elle-même, pas à pas, c'est très facile. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va demander à un individu d'être d'accord de rester un certain nombre de temps dans un scanner déjà, et on va lui présenter différents types d'images. Donc ici, on va lui présenter par exemple l'image d'un visage, et en même temps, on enregistre l'activité du cerveau. Donc, ce qui nous permet de dire, quand la personne voit un visage, ce visage-ci, eh bien, voilà, son cerveau s'active comme ça. Quand la personne voit, voilà, comme ça. Quand la personne voit d'autres choses, des outils, des paysages, des personnes qui bougent, etc., son cerveau s'active autrement. Okay, des régions peuvent communiquer entre elles, etc., qui vont faire qu'on est capable de décoder ces différents types d'objets. Si on a cette connaissance-là, on peut ensuite demander à notre sujet de simplement dormir. Bon, jusqu'ici, c'est vraiment simple. Hein. Donc, il dort dans le scanner. Et la même chose, on va enregistrer son cerveau. Et vous voyez très bien où je vais en venir. Donc, on enregistre son cerveau. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, alors qu'il est en train de dormir, on va voir notre fameuse activation spéciale pour les visages apparaître dans son cerveau. Dans le cerveau, il n'y a pas des images, hein, on est d'accord. Donc, c'est des régions du cerveau qui s'activent. Et on peut utiliser ici des algorithmes qui vont nous dire justement, est-ce que ça ressemble à comme le cerveau est activé lorsque la personne voit un visage à l'éveil. Et ces algorithmes tout à fait sympathiques vont nous permettre de décoder ces choses-là. Et l'algorithme va nous dire, dans ce cas précis, par exemple, la personne elle est probablement en train de percevoir un visage. Ensuite un paysage, etc. Bon, ça c'est super, mais maintenant il faut vérifier parce que les algorithmes, ils sont pour ça qu'ils sont sympathiques, ils vous donnent tout le temps une réponse. Maintenant, il faut vérifier que ça soit vrai. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour vérifier si c'est vrai? On peut utiliser la technique que tu nous as présentée avant, c'est-à-dire simplement, au moment où notre algorithme nous dit « Ah, là, la personne devrait être en train de percevoir un visage », on réveille la personne et on lui demande de nous raconter qu'est-ce qui se passait dans sa tête juste avant qu'on le réveille. Et on peut montrer qu'effectivement, c'est correct. Donc, on peut décoder des contenus. Alors ici, c'est des contenus de catégorie, mais ça devient de plus en plus fin aujourd'hui, nos capacités de décoder ce qui se passe dans le cerveau des gens. C'est déjà génial, ça. Mais maintenant, on peut faire encore une étape de plus. Comme on sait, vous regardez à gauche là, de l'image, on sait comment le cerveau s'active lorsqu'on présente différents types d'images. On peut aussi demander maintenant à un autre algorithme d'utiliser cette activation et de nous dire quel est le stimulus que tu penses, l'image que tu penses que la personne était en train de regarder. Puis tu vas vraiment la meilleure image qui pourrait activer le cerveau, tel que tu vois le cerveau qui est en train de s'activer maintenant. Donc on peut reconstruire, si on veut, l'image qui serait à la source ou qui causerait l'activation qu'on est en train de mesurer à un moment donné pendant le sommeil. Et ainsi, cet algorithme, maintenant, ce qui est un autre, il va reconstruire les images. Et il va peut-être nous reconstruire ici une image qui va avoir certaines caractéristiques du visage du visage auquel la personne était en train de rêver ou de penser. Le paysage, peut-être le visage dans le paysage, peut-être que c'est une personne qui est dans un paysage. On sait comment décoder un visage, on sait comment décoder un paysage, et peut-être qu'on peut ensuite savoir comment décoder un visage, une personne dans un paysage. Ça, c'est... alors, OK, on a accès à quelque chose, mais c'est hyper fastidieux. Il faut avoir des machines pas possibles, il faut des heures d'enregistrement. Donc, ce n'est pas demain qu'on va pouvoir décoder ça chez vous comme ça.
Mais par contre, ce qui est fascinant, c'est effectivement cette capacité de reconstruction d'image qui devient de plus en plus efficace. On peut reconstruire des visages spécifiques maintenant, même que des gens, auxquels des gens peuvent penser ou être en train de regarder, même si c'est des visages qu'ils n'ont jamais vus avant. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que là, vous voyez des images un peu floues sur la droite, telles qu'elles sont représentées. Et c'est effectivement à peu près ce qu'on avait il y a une dizaine d'années. Et puis, quand c'est sorti, ces premières tentatives en fait, de reconstruire des images à partir de l'activité du cerveau, déjà, tout le monde a trouvé ça génial. Puis, en plus, ça m'a fait penser aux images d'un film que je sais, parce qu'on en avait déjà parlé il y a 10 ans, d'un film que tu apprécies beaucoup et que j'aimerais bien que tu nous présentes maintenant. Donc maintenant, ça va être séance de cinéma. Vous êtes prêts ? Oui, on est des sacrés cinéphiles. Hein. Tu as parlé de Jim Jarmusch. Ouais. Donc là, on va parler d'un cinéaste allemand, Wim Wenders, qui a imaginé de scientifiques en Australie en 1991, donc déjà plus que 30 ans. C'est un film qui s'appelle « Jusqu'à la fin du monde ». Et ces scientifiques australiens, ils inventent une Dream Machine. Donc c'est une machine qu'ils mettent sur leur tête, ils dorment, et puis le lendemain, ils peuvent projeter, comme un film de cinéma, leurs rêves. Et on va faire défiler plusieurs images de cette Dream Machine pendant qu'on prend vos questions. Mais pour terminer, moi, j'aimerais dire que même si on est proche à inventer une telle machine, le monde de rêve va rester un monde magique, mystérieux, à la fois créatif et bizarre, mais aussi utile pour nos vies. Et en fin de compte, chaque nuit, on devient tous, vous, moi, Sophie, peut-être mon chat, et peut-être Anastasia, de véritables artistes avec ces expériences magnifiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est génial. Bravo, merci pour cette introduction à vos spécialités à tous les deux. Moi, j'ai une question qui me vient, c'est que vous n'avez pas parlé, par exemple, des rêves récurrents. Moi, c'est même un peu un cauchemar. Je rêve périodiquement qu'on m'enlève ma licence en lettres. Et que c'est authentique. Je connais d'autres personnes qui rêvent de ça. C'est authentique, Ouais. et chaque fois, je dois repasser un nouvel examen dans une matière que je n'ai pas du tout étudiée, que ce soit la théologie, la géographie ou je ne sais quoi. Et chaque fois, je me réveille et c'est vraiment très réel, et je dois me rendre à l'université où il faut absolument que j'y aille, sinon j'aurai plus ma licence en lettres. Comment ça se fait qu'on ait des rêves récurrents comme ça, qui reviennent, qui ont des modifications? Est-ce qu'ils servent à quelque chose? D'où ça vient, ça? Bon, j'ai déjà donné une réponse. Donc déjà, on a parlé des cauchemars récurrents qui répètent les traumas, mais même sans trauma, on peut avoir des rêves récurrents. Enfin, j'ai toujours ma licence, on ne me l'a pas enlevée pour l'instant. C'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'on a dit qu'une des fonctions de rêve, c'est d'essayer de résoudre des problèmes. Donc peut-être ces rêves récurrents, c'est un essai du cerveau d'essayer de trouver des solutions à des problèmes. Peut-être le même ou similaire. Donc le fait que vous rêvez de ces problèmes, même s'il n'est pas réel, n'exclut pas qu'il y a une sorte de métaphore, en fait. Parce qu'on a dit que les symboles peut-être étaient exagérés dans les théories psychanalytiques, mais on nie pas qu'il y a des métaphores, ça veut dire des représentations figuratives, comme on les appelle, individuelles, ou une émotion, une pensée qu'on a pendant la veille qui nous préoccupe, et transformée à une image ou une scène différente. Est-ce qu'au niveau de l'imagerie mentale, on va voir des rêves récurrents aussi d'une certaine façon, ou est-ce que c'est la même chose que le reste? Je n'ai pas de réponse pour ça. Par contre, peut-être qu'une chose qui est importante de distinguer, c'est ces rêves récurrents que chaque personne peut avoir, où il y a un scénario particulier qui va réapparaître et qui est souvent lié à des expériences qu'on a eues. On ne va pas rêver de louper l'examen de sa licence si on n'a jamais fait de licence. Là, c'est dans un contexte qui est bien particulier.
Ça, c'est des types de rêves récurrents qui sont associés certainement à une forme de peur et de choses qui peuvent arriver d'ailleurs dans des situations, ou réapparaître dans des situations qui ne sont pas très éloignées, où tout d'un coup on se dit « mince, on est illégitime parce qu'on a oublié de renouveler son passeport » ou je ne sais pas quoi, et tout d'un coup ce rêve-là peut réapparaître parce qu'en fait il est une sorte de script de base de croire que tout va bien, qu'on a tout obtenu, et puis en fait non, quoi. On a fait quelque chose de faux. Ça, c'est un type de rêve, mais il y a aussi des rêves qu'on appelle typiques ou des rêves qui sont fréquents chez tout le monde et qui ont, eux, probablement une origine physiologique très simple. Par exemple, des rêves où on essaye de courir et on est empêché. On sait, on ne l'a pas montré, mais c'est quasiment certain que ça vient je ne devrais pas dire ça en tant que scientifique, bon, ok, alors l'emprose, il faudra qu'on fasse l'étude, mais que ça provient du fait que pendant les rêves, comme je l'ai mentionné, on a une paralysie du corps, et cette paralysie, donc on ne peut pas bouger, qui est nécessaire pour ne pas agir ces rêves, et ce n'est pas impossible que lors de micro-réveils, en fait, on prenne conscience, notre cerveau a une information sur cette paralysie-là et qui rend du coup tout le mouvement extrêmement difficile. On a des séries de rêves comme ça qui semblent être, qu'on retrouve partout, qui sont très stéréotypés, perdre ses dents, probablement lié à du bruxisme, il y a différentes choses, voilà, qui n'ont pas un lien très fort avec votre vie particulière à vous. Et puis, il y a effectivement ces rêves récurrents qui peuvent arriver, qui ne sont pas forcément traumatiques, effectivement, mais qui semblent être des scripts typiques. Oui, bon, d'accord. Là, c'était un peu dur. Je m'avançais trop vite. Peut-être que je m'allonge. Je suis désolée, on n'a pas de vivant ici, mais... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce que moi, j'en ai toujours des questions. Oui, madame, je crois. Merci beaucoup. C'est un peu deux points. Je voulais vous demander, c'est un peu en lien avec le dernier commentaire que vous avez fait sur la paralysie, mais je voulais savoir ce que vous pensiez des fois des rêves qu'on appelle parfois couramment paralysie du sommeil, où on a l'impression, on se voit à l'endroit où on est, et on a souvent des sensations d'étouffement ou de sortie de corps. C'est très perturbant pour le cerveau parce qu'on a conscience qu'on est en train de rêver, souvent, et qu'on est bloqué là où on est, alors physiquement, mais aussi... moi, je sais que ça vient souvent avec des hallucinations auditives, où j'entends des respirations, ou comme si quelqu'un s'asseyait sur moi, une présence un peu malveillante, quoi. Donc, je me demande comment vous expliquez ça, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Et ma deuxième question, c'est quand on arrive parfois à... Alors, je dirais pas orienter un rêve, mais à des fois repartir quand on est à moitié conscient qu'on est en train de se réveiller, et qu'on arrive à repartir là où on était dans le rêve et recommencer. Ça, est-ce que c'est une région aussi particulière du cerveau qui est mobilisée quand on fait ça? Et mon dernier point, désolé parce que je ne reprendrai pas le micro, je voulais juste savoir s'il y avait un lien entre être à une certaine altitude ou manger certaines choses et l'intensité, la vividité des rêves. Parce que moi, ça m'arrive quand je suis en montagne, je rêve beaucoup plus fort. Donc je voulais savoir si ça avait un impact. Merci. Désolée pour les trois questions. Moi, je vais rapidement répondre à la première question. Donc les paralysies du sommeil, c'est une sorte, on appelle parasomnie du sommeil paradoxal. Donc c'est une persistance de la paralysie qu'on a pendant le sommeil paradoxal, même si on se réveille. Donc il y a plusieurs secondes où on reste paralysé, où on développe des hallucinations auditives. Tout le monde fait ça, c'est quelque chose de commun. Donc on peut en avoir des cas isolés dans notre vie, ça c'est commun, mais d'en faire fréquemment, ça peut devenir invalidant, et on le trouve souvent aussi dans une pathologie du sommeil qui s'appelle narcolepsie. Du coup, c'est pas très bien étudié parce que c'est difficile d'obtenir ce phénomène dans le laboratoire du sommeil, mais on sait qu'il y a une persistance du sommeil paradoxal tant dans la paralysie que dans les contenus. Donc c'est comme si le contenu du rêve persiste et devient une hallucination. Donc c'est aux transitions entre veille et sommeil qu'on a ces paralysies du sommeil, soit à l'endormissement, soit au réveil le matin. La description était était parfaite en fait. C'était vraiment avec l'aspect aussi très angoissant que ça peut avoir, etc. Donc c'est vraiment
typiques de ces... Il y a beaucoup, vous avez peut-être vu aussi, il y a pas mal d'illustrations de peintres qui en fait peints ou de gravures où on voit ces personnages qui viennent s'asseoir sur les diablotins qui viennent s'asseoir sur la poitrine de personnes. Et c'est exactement, enfin de dormeurs, et c'est exactement ça que c'est censé belle idée, illustrer. on a un grand tableau de Fuseli voilà, avec les Fuseli, cauchemars. ouais. Il y avait aussi l'idée de pouvoir se replonger dans son rêve quand on commence à se réveiller. On était bien dans le rêve où on est en train de voler au-dessus d'un paysage fou. Est-ce que vous observez aussi ça et est-ce que vous avez des réponses à ça? Il y a beaucoup de questions et pas toujours des réponses. Hein, donc, c'est un peu ça. comme de la science. Donc, C'est ça la science. Les rêves peuvent prendre plusieurs formes. Pour le moment, on n'a pas analysé au niveau neuroscientifique tout le type de rêve. Mais au niveau phénoménologique, en effet, ces phénomènes d'hyperassociativité dont on a expliqué expliquer beaucoup de ces rêves. Est-ce que ça a un lien aussi peut-être avec les rêves lucides que vous avez évoqués brièvement? Parce que le rêveur lucide peut un petit peu diriger son rêve ou décider où il va à l'intérieur. Est-ce que ce que cette personne décrivait, c'est peut-être un petit peu ça? On a conscience qu'on rêve, hop, on retourne dedans. Comment ça marche, donc le rêve lucide, c'est un état de conscience particulier parce qu'on est conscient qu'on rêve. Donc ça, c'est les degrés de base, mais il y a des degrés de lucidité. Donc le degré ultime, peut-être le plus magique, entre guillemets, c'est de pouvoir contrôler les contenus de nos rêves. Et il y a peu de gens qui peuvent faire ça de façon systématique. On peut l'apprendre, c'est quelque chose que... Si, ouais. Donc il y a des livres où on peut entraîner aussi cette capacité, mais après il y a une partie aussi génétique qui fait que quelques personnes sont plus aptes de le faire que d'autres. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent, justement, dans l'imagerie, quand quelqu'un... Oui. Bah justement, ces régions qui normalement sont endormies et qui nous permettent, qui sont en charge, du contrôle de notre comportement, sont réveillées. On peut même le provoquer en stimulant cette région pendant le sommeil. Ouais. Provoquer le rêve lucide. Ouais. Super. Enfin, moi, je trouve ça assez intéressant. Après, je sais j'ai des collègues qui s'interrogent sur l'utilisation abusive du rêve lucide, presque comme une drogue, parce qu'en fait, c'est aussi associé à un sommeil qui est moins réparateur. Et voilà, c'est quand même embêtant comme humain, on n'arrive jamais à avoir une bonne drogue sans effet secondaire. Mais c'est un peu ça, quoi. Ouais. Après, si c'est un cauchemar et c'est un rêve lucide cauchemar, c'est pas. C'est moins intéressant. On n'arrive pas à les diriger. Non, c'est pas génial. Non, ça c'est sûr. D'autres questions? Oui, madame. Bon, et je peux vite répondre à la dernière question qui était l'altitude. En fait, parmi les choses qui vont déterminer le fait que vous vous souvenez beaucoup de vos rêves ou pas, il y a numéro 1, l'intérêt que vous portez à vos rêves. Donc dans toutes les études, certaines capacités d'imagerie mentale, on peut l'imaginer, mais également la qualité du sommeil. C'est-à-dire que si votre sommeil est très interrompu, en fait, vous allez faire des réveils forcés, comme m'a présenté Lampros tout au début, c'est-à-dire que ça va faire des moments de pointage où vous allez sortir de votre sommeil, vous ne vous réveillez pas forcément complètement, mais néanmoins, ça va permettre d'encoder le rêve, et ça donne plus les gens qui rapportent plus leurs rêves aussi ont parfois des nuits plus fragmentées. Une hypothèse, alors après il y a plein d'autres choses, ça peut être l'oxygène, le manque d'oxygène en altitude, ça j'ai aucune idée, mais en tout cas une hypothèse simple, c'est un changement dans en fait on fait de l'apnée aussi, un peu du sommeil quand on est en altitude, et puis probablement une plus grande fragmentation du sommeil va provoquer ça. Merci. Vous m'entendez? Déjà, merci beaucoup vraiment pour la conférence, c'était merveilleux d'entendre ça. Moi, je vais rebondir dans la continuité de ce que vous venez de dire sur le fait de rapporter, en fait. Dans les images, à un moment, dans les dernières images, on voit que le rêve, vous l'identifiez quand la personne est en fait dans l'action du rêve, mais quel est le lien avec la mémoire, puisque le moment de l'éveil en fait qu'on sollicite la mémoire pour rapporter ce qui a été, et en fait est-ce que
on est sûr finalement entre l'instantanéité et ce qui va être apporté. Et l'autre chose aussi, c'est quand on dit qu'on ne rêve pas. Est-ce que c'est vrai en fait qu'on ne rêve pas, ou est-ce que c'est la mémoire qui a bloqué, ou est-ce qu'on est un encéphalogramme plat en fait, tristement? Et est-ce que ça veut Là, dire... c'est la mort. Ouais, Mais- d'accord, alors semi-plat. Alors, Mais il y a semi-plat. très peu de gens qui ne rêvent pas. Pardon, Ouais. et est-ce qu'il y a une sorte de trigger, quelque chose qui peut encourager la mémoire du rêve, pour ne pas avoir l'impression de dire « je n'ai pas rêvé ». Donc il y a déjà peu de gens qui ne rêvent pas. Il faut avoir une lésion dans des régions spécifiques qui ont été liées à la génération du rêve. Donc il y a peu de cas en général dans la littérature. Hein. Donc dans la grande majorité des cas, si on n'a pas de rêve, c'est parce qu'on ne se souvient pas de rêve, ou on s'est réveillé à un moment où il n'y avait pas de rêve. Mais on rêve tous. Donc après, la mémoire fonctionne différemment pendant le sommeil que pendant la veille. Donc l'hippocampe, la mémoire du travail, on a vu que ces régions qui sont responsables pour mémoriser les contenus de nos expériences fonctionnent différemment. Donc si on ne se réveille pas à un moment avant lequel il y a eu un rêve, c'est difficile de se rappeler. Et souvent, il faut essayer des dictaphones ou écrire dans des carnets de rêves. Mais pourquoi c'est finalement si furtif? Pourquoi est-ce que quand on se réveille, des fois on a juste encore quelques images, et puis effectivement si on prend un dictaphone ou si on les note, ça revient un petit peu, mais des fois ça revient au milieu de la journée, on se dit « Ah mais j'ai rêvé ça je crois », ou pourquoi ça part comme ça vite? Effectivement, la mémoire de travail ne fonctionne pas. D'ailleurs, c'est le cas même, en fait, on s'en rend compte même dans le rêve même, qu'on n'arrive pas à maintenir les éléments auxquels on vient d'assister. C'était mon exemple tout à l'heure. On peut entrer au rez-de-chaussée, on fait 10 étages et on ressort comme au rez-de-chaussée. C'est comme si notre mémoire de travail n'était pas capable de prendre en charge ce qui est construit au fur et à mesure. Cette mémoire de travail finit par enfin se reposer, en fait, quand on rêve, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est le seul moment où elle ne travaille pas. Oui. C'est ça. Ouais. Et puis, il y a autre chose que je tiens toujours beaucoup à relever, c'est le fait que ce n'est pas trivial de se souvenir d'un rêve. Un rêve, c'est une expérience qui ne se répète pas, sauf dans le cas des rêves récurrents, qui n'est pas tenue par un contexte extérieur. Il n'y a pas de rappel, parce que c'est une expérience qu'on a tout seul dans notre nuit. On ne va pas à la journée dire, je ne sais pas, je ne vais pas croiser Lampros et lui dire « Oh, c'était trop cool hein, ce rêve cette nuit ». Non, on ne partage pas ces rêves. Donc on a très peu d'éléments du monde extérieur qui vont nous rappeler. Et à contrario, puis c'est ce que je trouve aussi très intéressant de manière générale dans l'étude du rêve et du sommeil, c'est que ça nous montre aussi toutes les erreurs ou les présuppositions qu'on a qui concernent notre mode de fonctionnement à l'éveil. On surestime complètement nos capacités de mémoire. Si je vous dis qu'est-ce que vous avez fait hier matin ou avant de venir ici, vous avez une kyrielle d'indices qui sont là stables en mémoire, qui sont là valables pour n'importe quel autre jour. Ou vous avez même peut-être des jours, vous savez, le lundi, le mardi, le mercredi, vous allez au travail là, et puis vous allez dire « Ah, hier, c'était tel jour, vous saviez que vous avez passé la nuit chez vous, vous savez que vous êtes levé de votre lit, etc. » On n'a aucun de ces repères-là pour le rêve. Si on nous demande au milieu de la journée « Mais qu'est-ce que tu as rêvé la nuit d'avant ?» Si on ne l'a pas noté, effectivement, on n'a pas de clé d'entrée, en fait. En plus du fait que c'est une mémoire, c'est effectivement des choses qui sont mémorisées peut-être un peu de manière moins forte, mais aussi, c'est des environnements, c'est vraiment comme si on était dans un pays différent à chaque nuit. Donc, c'est Notre compliqué. cerveau s'amuse aussi un peu, vraisemblablement. Certainement. Une des fonctions aussi du rêve doit être le divertissement, je pense. Mais... Il y avait une question tout en haut là-bas. Il y avait une main, voilà, la main blanche que je vois là. Jack. Un psychanalyste. Peut-être un psychanalyste. Merci beaucoup pour la conférence, c'était super intéressant. Je voulais vous demander par rapport au fait d'être somnambule, est-ce que vous avez pu faire des études là-dessus et est-ce qu'on sait pourquoi certaines personnes sont plus somnambules que d'autres et est-ce qu'il y a des moments dans la vie où on est plus propice à être somnambule? Oui, donc le somnambulisme, c'est un autre cas de parasomnie, comme on l'appelle.
C'est assez fréquent pendant l'enfance et jusqu'à l'adolescence. Ce n'est pas considéré comme une pathologie. C'est quand on devient adulte et on fait des épisodes fréquents et on peut se mettre aussi en danger si on se lève et on essaie de sauter de la fenêtre. Donc ça peut être dangereux. Donc il n'y a pas beaucoup d'études neuroscientifiques, mais il y en a quelques-unes qui montrent que les cerveaux se trouvent dans un état intermédiaire entre veille et sommeil. Il y a quelques régions qui sont endormies et d'autres qui sont éveillées, notamment tout ce qui est régions motrices, bien sûr, elles sont éveillées, d'autres qui sont endormies. Et il y a des études qui montrent que pendant les épisodes de somnambulisme, dans une grande majorité des cas, il y a du rêve, donc qui guide nos actions. Madame? Et les épisodes de somnambulisme, surtout à l'âge adulte, sont aussi plus déclenchés lorsqu'on est dans des situations stressantes, si on ne dort pas chez soi, si on est privé de sommeil, donc si on n'a pas eu assez de sommeil la nuit qui précède, typiquement ça peut déclencher plus facilement. Les gens qui sont sous dépendance de somnifères ou de certaines substances psychoactives pendant des années ont l'impression très fréquente qu'ils ne rêvent pas. Est-ce qu'on a fait des expériences où on montre que ces régions qu'il y a donc des régions qui sont stimulées, même chez les personnes qui n'ont absolument aucune notion de toute possibilité toute expérience de rêve? Oui. Donc ces gens-là peut-être sont aussi sous antidépresseurs, et la grande majorité des antidépresseurs, surtout les CCRI qui augmentent la sérotonine, inhibent le sommeil paradoxal. Et c'est les stades pendant lesquels on rêve le plus, c'est les stades après lesquels on se souvient le plus de nos rêves. Donc peut-être ils continuent à rêver en sommeil long, beaucoup moins qu'en sommeil paradoxal, mais ils se souviennent aussi moins de leurs rêves parce qu'ils sont des rêves moins émotionnels et moins motivationnels. Oui, a priori, chez tout le monde qui rêve, c'est les mêmes zones qui s'activent, soit en sommeil paradoxal ou en sommeil long. On va peut-être prendre encore une ou deux questions. Parce que, je sais pas, il y a des psychiatres, des psychanalystes furieux qui voudraient peut-être intervenir, parce que tout à l'heure, il y a des... Monsieur à paillettes. Ah bah si, vous êtes magnifique. Vous êtes un psychanalyste furieux? Vous voyez, vous dites, moi j'ai dit les mystères des rêves et non le mystère des rêves. J'ai fait un rêve de nuit éveillé, prémonitoire, du passé blanc, soit supra-inconscient collectif, que les psychiatres estiment qu'il n'existe pas de supra-inconscient collectif. J'ai, pour ainsi dire, jamais fait de cauchemar, pas plus de 1 ou 2 en 71 ans. Tout cela après mon état de mort imminente, dont j'ai eu une sorte de rêve des hautes sphères célestes, au-delà de l'au-delà, dont j'ai fait un tableau de belles couleurs. Soit j'ai vu aussi, ça peut être long. Hein. Alors on va s'arrêter là, je vais résumer un petit peu Je vais résumer votre question. En fait, j'ai l'impression que la question... Je vous donnerai le papier avec mes coordonnées. Hein. Ouais, c'est bien. Non, Est-ce qu'il y a, en fait, il y a des rêves prémonitoires? Moi, c'est un peu donc comme ça que je le vois. Écoutez ces mots, donc on peut en parler, en effet. Hein. Donc, on a aussi une diapo sur le rêve prémonitoire. Mais, il y a une diapo sur... Ouais, mais c'est pas grave si on la met pas. En fait, ah, mais il est là, le schmilblick. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, pardon. D'accord. Ah bah le voilà. Tac, voilà. Magique. Donc ça, c'est un exemple de rêve prémonitoire. En fait, les cerveaux ont une capacité de prédire plusieurs scénarios du futur. Donc ça, on l'a, cette capacité, étant éveillé ou étant endormi. Sauf que dans le rêve, ces scénarios sont conceptualisés, donc visualisés de façon très intéressante. Mais cette prédiction, là, à tout moment. Donc, les gens qui croient vraiment à une causalité entre le rêve et les futurs voient que la partie droite, ici, où quelqu'un qui se prépare pour les examens, peut-être elle ne se prépare pas super bien,
Elle va faire quelques jours avant l'examen un rêve d'échec. Et peut-être elle va aussi échouer dans les examens. Et elle va croire que c'était le rêve qu'elle a vu avant qui a annoncé cet échec, sauf que les cerveaux avaient suffisamment d'informations. Donc il y avait une prédiction de ce qui va se passer. Voilà. Donc une grande partie des rêves prémonitoires sont associés à cet état prédictif du cerveau. Donc on a beaucoup d'informations pendant la journée, de façon implicite ou explicite, et le cerveau capte tout. Et il peut créer des scénarios et tester des hypothèses dans le rêve. Parmi ces hypothèses, il y en a quelques-unes qui seront réalisées. Est-ce que c'est un peu le phénomène aussi du déjà-vu dont on parle parfois? Ça marche un peu. Ça pourrait, ouais. C'est de la même façon? Non, pas forcément. Si le déjà-vu concerne un rêve. J'ai essayé de me cacher. Voilà, je crois qu'on va malheureusement devoir s'arrêter là, mais je voulais lire la fin de votre livre, Lampros, parce que j'ai bien aimé cette phrase. Qu'on veuille savoir ou pas ce qui se passe en fait dans nos rêves, il y a beaucoup de mystères, mais peut-être que le but semble le même, c'est ce que vous écrivez, donner un sens à notre voyage. Tant notre réalité éveillée que notre réalité rêvée pourrait finalement n'être qu'une pièce de théâtre. Celle-ci commencerait par l'absurdité, puis, à travers les échecs et conquêtes qui offrent des émotions fortes partagées avec nos compagnons de route, aboutirait à un sens et à un sentiment de rédemption. Alors, je vous laisse là-dessus. Vous avez 4 heures pour nous rendre une feuille avec ce que vous en pensez.